Voici le cours sur l'effort normal et la flexion. Nous allons considérer une poutre dont la ligne moyenne représentée ici en rouge est rectiligne. Une fibre longitudinale est dessinée ici. L'effort normal et la flexion font travailler cette fibre uniquement en contrainte sigma x. Il n'y a pas de cisaillement. Le tenseur des contraintes est donc limité à une seule composante sigma x. On dit qu'il s'agit d'un état uniaxial de contrainte. En revanche, deux cas sont possibles. Soit la fibre travaille en tension, soit la fibre travaille en compression. Rappelons la définition du terme de déformation epsilon x. Considérons une fibre longitudinale de longueur L0 avant l'application des efforts. Après application des efforts, cette fibre change de longueur. Sa longueur est maintenant L. Epsilon x caractérise la variation de longueur de la fibre longitudinale. C'est par définition L moins L0 divisé par la longueur initiale L0. C'est un terme sans dimension. Donc si on veut connaître l'allongement de la fibre, on dira qu'il s'agit du produit epsilon x que multiplie L0. De même, si nous considérons une tranche d'épaisseur élémentaire dx, on pourra dire que la variation d'épaisseur de la tranche est égale à epsilon x que multiplie dx. Rappelons enfin les relations qui relient les contraintes aux déformations. Vous savez que epsilon x, qui caractérise la dilatation linéaire d'une fibre dans la direction x, est due à quatre causes différentes. La présence de sigma x, cause numéro 1, la présence de sigma y ou de sigma z par effet Poisson sont les causes 2 et 3. Enfin, la présence éventuelle d'un champ thermique est le terme numéro 4. Ici, comme il n'y a ni composante sigma y, ni composante sigma z, ni effet thermique, eh bien epsilon x est tout simplement égal à sigma x sur E. Dans le cas de l'effort normal pur, une tranche d'épaisseur dx va subir une déformation, donc un changement de forme, qui va l'amener à une épaisseur dx que multiplie 1 plus epsilon x. C'est-à-dire dx plus l'allongement égale à epsilon x dx. On va donc découper la poutre en différentes tranches et on va maintenant réassembler les tranches après déformation. On a ainsi l'image de la déformée. On voit apparaître le fait que la tranche qui était repérée par l'abscisse x de centre G a subi un déplacement, c'est-à-dire un changement de place, qui est tout simplement dû à la déformation de toutes les tranches situées en amont. Il faut bien faire la différence entre ce déplacement, représenté par la fonction u de x, qui caractérise un changement de place, et déformation, qui caractérise le changement de forme de la tranche. C'est la déformation et seulement elle, on l'a vu, qui est liée à la contrainte. Regardons maintenant ce qui se passe dans le cadre de la flexion. La tranche d'origine d'épaisseur dx va prendre la forme que vous voyez sur la droite. La fibre moyenne représentée en rouge ne varie pas de longueur. Les fibres qui sont situées au-dessus diminuent de longueur alors que les fibres qui sont situées en dessous de la fibre moyenne voient leur longueur augmenter. On peut donc dire que la déformation epsilon x, mesurée dans une fibre à une distance y de la fibre moyenne, va être proportionnelle à y. Epsilon x égale k fois y. On met un signe moins car dans le domaine des y positifs, comme vous le voyez, il s'agit d'une diminution de longueur, alors que dans le domaine des y négatifs, il s'agit d'un accroissement de longueur. Si nous assemblons maintenant les différentes tranches après déformation, nous voyons apparaître la déformée. À nouveau, la tranche repérée en gris de centre G subit un déplacement d'ensemble. Ce déplacement d'ensemble se traduit par une translation verticale, représentée par la fonction v de x, et une rotation représentée par l'angle θ. La fonction v de x nous donne la forme de la fibre moyenne, et les tranches restent perpendiculaires à cette courbe. Encore une fois, ce n'est que le changement de forme qui est lié à la contrainte. Nous allons maintenant nous intéresser aux contraintes, en commençant par l'effort normal pur. On a vu que dans ce cas, une tranche d'épaisseur dx subit un allongement égal à epsilon x dx. Toutes les fibres subissent la même variation de longueur que la fibre moyenne.
La contrainte sigma x est liée à epsilon x par la loi de Hooke. Sigma x égale E fois epsilon x. On peut donc en conclure que toutes les fibres subissent la même contrainte, ce qui est représenté ici sur ce schéma. Dans le cours de présentation des poutres, l'effort normal a été défini comme étant la résultante suivant x de cette distribution. On a donc n, l'effort normal, qui est égal à l'intégrale sur la section des quantités sigma x ds. Du fait que sigma x est indépendant de la position, la contrainte étant la même pour toutes les fibres, on peut sortir sigma x de l'intégrale, ce qui donne sigma x que multiplie somme de ds égale n, c'est-à-dire sigma x que multiplie s égale n. D'où l'expression de la contrainte sigma x égale à n sur s. Cette relation est à retenir. Voyons maintenant ce qu'il en est dans le cas de la flexion pure. On a vu que la tranche d'épaisseur dx prend la forme qui est représentée ici, avec une déformation epsilon x proportionnelle à y. La fibre moyenne ne subissant pas de déformation. La loi de Hooke nous donne donc sigma x égale moins EKY. La répartition de contrainte sigma x se présente donc comme indiqué sur la figure avec une variation linéaire. Les fibres qui sont situées dans la partie supérieure travaillent en compression. Les fibres qui sont situées dans le plan moyen XZ ne sont pas sollicitées. Les fibres qui sont situées dans la partie inférieure travaillent en tension. Nous allons donc maintenant mettre en place le moment fléchissant. Nous venons de voir que la fibre qui est située à la côte Y subit une contrainte sigma x qui est égale à moins EKY. Rappelons la définition du moment mz. C'est le moment en G de cette distribution de contraintes. Sigma x que multiplie ds est un effort élémentaire qui agit à la côte Y. Si on multiplie cet effort par le bras de levier Y, on a le moment élémentaire en G. Notez la présence du signe moins. Si on intègre sur la section, on obtient le moment résultant mz. Remplaçons sigma x par son expression. Le terme EK peut sortir de l'intégrale. Il reste donc mz égale EK que multiplie somme de y carré ds. L'intégrale de y carré ds sur la section est ce qu'on appelle le moment quadratique iz. Ceci nous permet donc d'obtenir l'expression du coefficient k. K est égal à mz sur eiz. Si on remplace k dans l'expression de sigma x, on obtient sigma x égale moins mz sur iz que multiplie y. Cette relation est à retenir. Nous venons d'étudier les conséquences d'un moment mz. La contrainte qui règne dans une fibre de côte y vaut moins mz sur iz fois y. Une étude analogue avec un moment my conduirait à l'apparition d'une contrainte sigma x égale à plus my sur iy fois z. Récapitulons ce qui vient d'être vu. La contrainte sigma x est donc égale d'une part à n sur s. C'est la contribution de l'effort normal. On superpose la contribution du moment mz, puis du moment my. Cette relation est à retenir. Elle nous permet de trouver la contrainte sigma x que subit une fibre passant par P de coordonnées y et z. Regardons le terme n sur s qui est appelé axial stress. Comme vous le voyez, il représente la contrainte qui règne dans la fibre moyenne, puisqu'il s'agit de la fibre située à la côte y égale z égale 0. Considérons maintenant la suite de l'expression. Il s'agit de la bending stress, contrainte due à la flexion. Dans un objectif de dimensionnement, nous devrons calculer cette contrainte dans les 4 fibres C, D, E, F les plus éloignées de la fibre moyenne. Nous allons nous intéresser au calcul de l'énergie élastique. Commençons par le cas de l'effort normal. Sous l'effet de l'effort normal pur, la tranche d'épaisseur dx s'allonge de epsilon x dx et elle subit une contrainte sigma x égale n sur s. Il a été vu dans les rappels d'élasticité que l'énergie élastique par unité de volume, qui s'exprime en joules par millimètre cube, est égale à 1/2 de sigma x que multiplie epsilon x. On obtient donc 1/2 de n au carré sur e s carré. On se propose de calculer l'énergie élastique d'une tranche d'épaisseur dx.
Pour cela, il faut partir de l'énergie par unité de volume, intégrer dans la section et multiplier par dx. On obtient donc l'énergie d'une tranche dx sous la forme dw égale 1/2 que multiplie somme dans la section de n carré sur es carré ds, le tout multiplié par dx. Comme on le voit, n carré sur es carré sort de l'intégrale et on obtient, après intégration, 1/2 de n carré sur es que multiplie dx. C'est l'énergie emmagasinée dans la tranche d'épaisseur dx. Pour obtenir maintenant l'énergie élastique de l'ensemble de la poutre, il suffit d'ajouter les contributions de chaque tranche, c'est-à-dire d'intégrer de 0 jusqu'à L les quantités 1/2 de n carré sur es dx. Cette expression est à retenir. Voyons maintenant le cas du moment mz. On a vu que sous l'effet de mz, la fibre qui est située à la cote y subit un allongement εx dx et subit une contrainte sigma x égale à moins mz sur iz que multiplie y. L'énergie élastique par unité de volume, qui est donc toujours égale à 1/2 de sigma x epsilon x, s'écrit dans ce cas 1/2 de mz au carré sur iz carré multiplié par y carré. Pour obtenir l'énergie élastique d'une tranche d'épaisseur dx, il faut intégrer dans la section et multiplier par dx. C'est ce qui est fait ici. Le terme mz au carré sur iz au carré peut sortir de l'intégrale. Il reste à intégrer somme dans la section de y carré ds qui est égale à iz et on obtient 1/2 de mz au carré sur eiz que multiplie dx. Pour obtenir l'énergie élastique totale de la poutre, il faut maintenant ajouter les contributions de chaque tranche en intégrant de 0 jusqu'à L les quantités 1/2 de mz au carré sur eiz multiplié par dx. Cette relation est à retenir. Si maintenant on récapitule, on dira que l'énergie élastique est pour une part due à l'effort normal, pour une autre part due au moment mz. Il convient ensuite d'ajouter la contribution du moment fléchissant my qui peut être obtenue par un calcul analogue. Cette relation est à retenir. Nous allons pour terminer nous intéresser aux expressions des déformées en commençant par la déformée due à l'effort normal. On a vu que dans ce cas, une tranche d'épaisseur dx située à l'abscisse x subit un déplacement u de x, qui est en fait dû à la déformation des tranches qui sont situées en amont. Si la section d'origine se déplace, et si on appelle u0 le déplacement de cette section, alors le déplacement de la section courante d'abscisse x sera dû pour une part à u0 et pour une autre part à la déformation des tranches en amont. On peut donc dire que si la section d'origine ne se déplace pas, eh bien u de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à x des quantités epsilon x dx, c'est la somme des déformations des tranches de 0 jusqu'à x, et si la section d'origine se déplace de u0, alors u de x est égal à u0 plus la somme de 0 jusqu'à x des quantités epsilon x dx. On peut également calculer l'allongement de la poutre en intégrant cette fois sur l'ensemble du domaine, c'est-à-dire de 0 jusqu'à grand L, les quantités epsilon x dx. Cette relation est à retenir. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas de la flexion. On a vu que la ligne moyenne se déforme et que sa déformée est représentée par la fonction v de x. Il a été dit également que chaque tranche subit une rotation représentée par la fonction θ de x. Considérons deux sections voisines distantes de dx. Comme vous le voyez, la section d'abscisse x se déplace de θ, alors que la section d'abscisse x plus dx se déplace de θ plus dθ. On peut donc en conclure que la rotation relative entre ces deux sections voisines de dx est égale à dθ. Si nous représentons maintenant une fibre située à la distance y de la fibre moyenne, on voit que cette fibre subit une variation de longueur qui est égale à moins y que multiplie dθ. Le signe moins est là pour indiquer que dans le cas d'une rotation positive et dans le cas d'un y positif, eh bien comme vous le voyez, la variation de longueur est négative. Cette quantité moins y dθ qui représente la variation de longueur de la fibre est évidemment égale à epsilon x dx, comme on l'a déjà vu. On a donc la possibilité d'exprimer epsilon x sous la forme moins y dθ sur dx. On a vu précédemment qu'epsilon x était égal à moins mz sur eiz fois y. En identifiant ces deux relations, il est possible d'exprimer dθ sur dx sous la forme mz sur eiz. C'est une équation différentielle qui permet, connaissant mz, par intégration,
de trouver la fonction θ. Mais on voudrait aller plus loin en recherchant la fonction déplacement v de x. Pour cela, on revient à ce schéma où l'on remarque que l'angle θ est l'angle que fait la tangente à la courbe v de x avec l'horizontale. Vous savez que la dérivée dv sur dx représente la tangente de θ. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train d'étudier des comportements au voisinage de la position non déformée, c'est-à-dire que les déplacements ainsi que les rotations sont supposés petits. Il est donc possible d'écrire au premier ordre que tangente θ est peu différent de θ. On obtient donc dv sur dx égale θ. Or, on a écrit précédemment que dθ sur dx était égal à mz sur eiz. On peut donc en conclure que d2v sur dx2 est égal à mz sur eiz. Cette relation est à retenir, c'est l'équation différentielle de la déformée. Si on réalise le même travail, mais cette fois dans le plan xz, sous l'effet d'un moment my, on appellera cette fois w le déplacement mesuré suivant z. Par un calcul analogue, on montrerait que d2w sur dx carré est égal à moins my sur eiy. C'est la fin du cours sur l'effort normal et la flexion.